Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Au programme aujourd'hui, le théâtre d'entreprise. Par le jeu des acteurs, le théâtre d'entreprise offre une nouvelle manière de communiquer sur des sujets propres à l'entreprise. Ce type de théâtre a pris de l'ampleur en France dans les années 90, notamment avec la création des sociétés Théâtre à la carte et Guichet fermé. C'est d'ailleurs dans cette dernière entreprise que mon invité a commencé sa carrière professionnelle. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Marion Ferlin, qui est la dirigeante de Acteurs et compagnie. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, quelle est ta définition du théâtre d'entreprise ? Le théâtre d'entreprise, c'est un théâtre où vous avez des spectateurs qui vont partager un centre d'intérêt commun, une culture commune. Donc, c'est des représentations de théâtre extrêmement dirigées, en fait, finalement, avec un message clair et précis. Puis après, il existe plein de déclinaisons du théâtre d'entreprise. Alors, quelles sont ces déclinaisons ? Eh bien, en fait, moi, j'aime parler des théâtres d'entreprise parce que tu peux avoir le théâtre forum, par exemple. C'est-à-dire que pour être clair, je vais peut-être reprendre la définition originelle, c'est-à-dire celle qui parle à tout le monde pour ce qui est du théâtre d'entreprise. C'est un message à faire passer à destination de collaborateurs d'entreprise, d'un groupement de personnes, etc. On voudrait qu'elles prennent du recul pour comprendre une situation bloquante, un dysfonctionnement, et tout ça dans un enjeu qui est d'accompagner le changement. Pour qu'on puisse changer de comportement, changer d'attitude, il faut comprendre d'où vient le problème. Donc, il va y avoir une petite scénette qui va être écrite et le spectateur va voir cette scénette-là. Ça, c'est la version classique du théâtre d'entreprise, c'est-à-dire un texte préécrit, joué par des comédiens professionnels. Ensuite, il existe des versions du théâtre d'entreprise qui vont être, par exemple, ce qu'on va appeler le théâtre forum, où là, le spectateur va devenir clairement acteur, puisqu'il va, au cours de la représentation, avoir le droit de prendre la place du comédien pour pouvoir donner sa version et comment est-ce qu'il se serait sorti de cette situation. Ensuite, à travers le théâtre d'entreprise, c'est-à-dire la présence du comédien dans l'entreprise, il y a plein de versions qui vont être le jeu de rôle, qui vont être façon sparring partner, enfin voilà, l'ensemble des différentes possibilités en fait. D'accord. Et alors toi, quelle place a le jeu, parce que le podcast est autour du jeu, et plus spécifiquement le théâtre dans ta vie ? Alors, d'abord le jeu, je pense que j'ai toujours joué. Je crois que j'étais pas née que je jouais déjà. En fait, j'ai des parents très créatifs et j'ai le souvenir en préparant ce podcast, ça m'a rappelé que mon père organisait des chasses au trésor pour nos anniversaires. Il fallait en gros que j'invite la moitié de ma classe, voire toute ma classe, pour qu'on puisse tous jouer. Voilà, avec des équipes, enfin bon, c'était un truc assez incroyable. Donc j'ai toujours eu une approche du jeu finalement très collaborative. Quand je réfléchis bien, c'est l'approche que j'ai toujours eue. J'aime jouer, c'est-à-dire que je suis une compétitrice, mais j'adore le faire en équipe. Donc je crois que mon rapport au jeu, il est là, et du coup le rapport au théâtre, c'est ça, c'est-à-dire il faut être bon individuellement, il faut travailler individuellement pour être bon, et en même temps on peut pas réussir tout seul. C'est-à-dire qu'une représentation de théâtre, si la moitié de la distribution est pas bonne, la pièce elle est pas terrible. Et un comédien, ça sauve pas une pièce de théâtre. Et mon rapport au théâtre, c'est que j'en ai toujours fait. J'ai dû commencer un peu comme tout le monde. La première expérience était au collège, et puis petit à petit, je suis rentrée. J'ai fait des ateliers théâtre pendant des années où j'ai goûté au théâtre de rue, j'ai joué des textes. Ensuite, quand je suis rentrée en IUT, je suis rentrée dans une troupe où j'ai pu jouer une pièce de Václav Havel qui était juste exceptionnelle. Ensuite, je suis rentrée en école de commerce. Là, j'ai fait partie du club théâtre où j'ai écrit mes premiers textes d'ailleurs. Et puis, je suis arrivée à Paris. J'avais pas d'argent. Quand on n'a pas d'argent, la seule forme du théâtre qui est possible, c'est l'improvisation. Donc là, je suis rentrée dans une troupe au départ amateur. Je me suis retrouvée dans un collectif qui était les Presses Citron, où on a participé aux Improvisades, qui est un concours interprofessionnel d'improvisation.
et où on est arrivé en finale au Bataclan contre le barreau des avocats de Paris. Période d'ailleurs soirée sur laquelle j'ai eu une étoile. Sauf que j'étais tellement impressionnée qu'en fait je ne me rappelle pas grand-chose de cette soirée, tellement les émotions étaient fortes. Et puis, quand on cherche sa première expérience professionnelle, on fait des candidatures spontanées, et ma candidature spontanée qui a été reçue, ça a été une société qui vendait du théâtre pour les entreprises. Et là, le fait d'arriver à conjuguer une ambition professionnelle et une passion, ça a juste été magique. Ce qui, du coup, m'a permis de rentrer dans une autre compagnie à ce moment-là, qui est devenue professionnelle par la suite, où on répétait 3 jours par semaine. On partait en tournée les week-ends. J'ai accouché 15 jours avant une représentation et j'ai été à nouveau sur les planches 15 jours après l'accouchement. Donc, il y a un vrai rapport passionnel au théâtre, en fait. Et sous toutes ses formes, surtout. Parce que c'est peut-être ça que j'ai envie de dire, c'est que le théâtre, il existe sous toutes ses formes. Il n'y a pas une forme meilleure que l'autre, en fait. C'est du jeu permanent. On teste des choses, on a droit à l'erreur. Enfin, voilà, c'est vraiment voilà mon rapport au théâtre. D'accord. Mais je pense que le théâtre d'improvisation, le théâtre où tu joues une pièce et le théâtre en entreprise, il doit avoir certaines différences. Est-ce que ça t'a quand même plu de jouer des textes qui étaient écrits sur des sujets particuliers liés à l'entreprise? Oui, alors en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver partout, c'est-à-dire que c'est la notion du rôle. En fait, tu vas endosser un rôle, quel qu'il soit. Donc, tu dois t'inventer une histoire. Tu joues, en fait, tu joues comme quand tu joues dans la cour de récréation, à t'inventer une histoire. On va faire d'ailleurs le lien avec le storytelling à un moment donné. Quand je mets les pieds sur une scène, ou quand je joue une scénette d'improvisation, ou quand c'est du théâtre d'entreprise, la question c'est j'étais où avant, qu'est-ce que je pensais et qui est mon personnage. Et quand je vais délivrer le texte qui a été écrit pour lui, ou si j'invente, parce que je suis en impro, une histoire, je vais en fait aller chercher tout l'univers que j'ai inventé pour ce personnage. Alors certes à la vitesse de l'éclair quand on est en improvisation, et quand on joue un texte bien précis, on a une explication de texte par l'auteur qui, quand il a écrit la pièce de théâtre d'entreprise, il vous explique dans cette entreprise comment ça marche, quelle est l'histoire, pourquoi ils en sont là aujourd'hui, parce qu'il y a eu une fusion, parce qu'il y a eu un rachat, parce qu'elle a grossi très vite, ou parce qu'elle a eu... parce qu'on peut aussi faire du théâtre d'entreprise pour aider des entreprises qui vont bien et qui ont besoin de continuer à aller bien. Donc, le comédien, il est dans une notion d'interprétation du rôle au service de son personnage pour expliquer pourquoi il est comme ça. Il y a toujours une raison. J'ai un comédien avec qui je travaille qui s'appelle Luc Chambon qui m'a toujours dit même les pires résultats partent des meilleures intentions au départ, en fait. Je trouve ça très, très juste. Et quels sont les avantages pour l'entreprise de faire appel à du théâtre d'entreprise ? D'abord, c'est pas elle qui porte la parole. C'est-à-dire, c'est pas un directeur, un dirigeant qui dit regardez comme vous êtes mauvais, voilà ce que je voudrais que vous fassiez, parce que vraiment, il faut qu'on change, sinon on va être nul et demain, l'entreprise n'existera plus. Parce qu'en vrai, le message qu'on porte en tête d'entreprise, il y a un peu de ça. Sauf que si vous le donnez à des comédiens qui vont jouer une scénette et qui vont montrer en fait ce qui est en train de se passer, le faire de façon un petit peu humoristique, c'est-à-dire que l'humour ne sera pas sur les personnes. L'idée, c'est de faire attention de ne pas stigmatiser les personnes présentes dans l'entreprise, parce que ça reste un milieu très sensible, l'entreprise. Et donc, du coup, derrière, on a cette représentation qui se joue. Et là, le comédien, il va mettre devant les yeux des situations qu'on a vaguement entendues un jour. Et puis, quand la personne, elle va être dans la salle, le spectateur, il va regarder et il va dire oh, « mais ça, c'est un peu moi. Ça, c'est un peu mon voisin. Ah ça, je reconnais bien le service Trucmuche. » Mais du coup, tout le monde est traité au même niveau. Donc, ça veut dire qu'on va commencer à accepter de se poser des questions. En fait, moi, j'appelle ça enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein, ça existe. C'est le principe de la bascule neurocognitive. C'est-à-dire de se dire j'avais pas vu les choses comme ça jusqu'à présent et je veux bien les voir autrement. Donc, si je veux bien les voir autrement, à ce moment-là, je peux commencer à penser autrement et à agir autrement. Donc, l'avantage, c'est souvent ce que je dis, le théâtre d'entreprise, c'est le point de départ. C'est j'ouvre la porte à avoir le droit de réfléchir autrement, à avoir le droit de recréer le dialogue aussi, sur des choses qui sont très conflictuelles, où les gens ne se parlent plus.
cette notion-là qui est intéressante. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais l'origine du théâtre d'entreprise est canadienne et servait dans les réunions de copropriétaires. Justement, avec des années et des années de conflits entre les personnes et l'idée de faire un pas de côté, de faire jouer une scénette qui illustrait effectivement le désagrément quand vous êtes au rez-de-chaussée et que vous entendez les gens qui marchent au-dessus de votre tête toute la journée parce qu'ils n'ont pas enlevé leurs chaussures ou leurs talons. Et c'était de faire ce pas de côté pour montrer à chacun que il fallait que chacun fasse un pas. Donc on est bien en fait dans cette notion de résolution de conflit finalement, je trouve, dans le théâtre d'entreprise. Et puis, quand on parle de sensibilisation aussi, il y a un côté non culpabilisateur, je trouve, à travers aussi un peu l'humour, en disant un bon théâtre d'entreprise, pour moi, hein, c'est clairement ma vision, mais un bon théâtre d'entreprise, une bonne scénette de théâtre d'entreprise, c'est une scénette qui, à la fin, explique pourquoi est-ce qu'on s'est mal comporté, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu la bonne attitude, mais parce qu'en fait, on ne savait pas. Mais maintenant, on sait. Donc maintenant qu'on sait, on peut avoir une autre attitude et on peut envisager de faire autrement. Donc c'est ce en quoi la sensibilisation par le théâtre d'entreprise fait gagner un temps infini. Honnêtement, c'est 3 heures d'explication en 10 minutes de scénette, même en 7 minutes. Donc ça a l'avantage aussi de faire gagner du temps dans la prise de conscience pour moi. Est-ce que tu vois aussi certains inconvénients à l'utilisation du théâtre d'entreprise? Oui, alors c'est pas l'utilisation en elle-même, hein, parce que le théâtre d'entreprise n'est qu'un outil. Donc comme tous les outils, c'est la façon dont on va s'en servir qui peut poser un problème. Et dans le comment on va s'en servir, il y a une phase d'écriture dans le théâtre d'entreprise et pour ça, il faut que l'auteur soit en prise directe avec la situation et le problème. Il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire. Alors quand je parle d'intermédiaire, ça peut être une personne dans l'entreprise qui est mandatée pour donner toute la vision. Ça peut être une agence de com qui vous a mis en relation. Ça peut être. Il faut vraiment pouvoir aller chercher les mots de l'entreprise, MOTS et MAUX, c'est-à-dire où est-ce que ça se passe mal et avoir entre guillemets un panel et un panorama de gens suffisamment différents pour donner des éclairages différents. Sinon, il y a un risque où votre projecteur va n'allumer qu'une partie de la planète et du coup, il ne pourra pas y avoir l'appropriation parce qu'on ne voit pas on voit pas entre guillemets le contre-pouvoir ou en tout cas l'autre version des faits telle qu'elle peut être racontée. Donc la limite, c'est est-ce que j'ai une vision suffisamment claire pour pouvoir écrire quelque chose de juste? En fait, il y a une notion de justesse. Après, toujours dans cette écriture, c'est le risque de l'humour mal placé. C'est-à-dire, bon, d'abord, aujourd'hui, il y a encore plus de vigilance sur tout ce qui est non-discrimination. La blague sexiste dans une scénette de théâtre d'entreprise, s'il y en a une, c'est qu'elle sert un propos derrière et qu'on va en parler. Rien n'est gratuit. Je veux dire, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. D'abord, c'est interdit par la loi. Et puis, il y a une vraie vigilance dans l'écriture et dans le fait de prendre soin des personnages. Il n'y a pas le méchant et le gentil, en fait. Il y a celui qui est un peu plus averti, celui qui ne sait pas. Et c'est aussi d'ailleurs souvent pour ça que je trouve que les scénettes de théâtre d'entreprise à 3 comédiens, c'est quand même vachement mieux. Donc, dans les limites, dans les risques, il y a le fait que par raison budgétaire, on vous impose 2 comédiens et que du coup, très rapidement, il y a le gentil et il y a le méchant. Il y a celui qui sait, celui qui ne sait pas. Mais il ne va pas y avoir la médiation du 3e qui va créer le lien. Mais bon, après, on est tous soumis aux mêmes choses. Hein. Les contraintes budgétaires font que parfois, on a moins de choix. Mais quand on peut, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, une fois de plus, l'outil en lui-même est juste génial. Il faut juste savoir s'en servir. Et puis, tu parlais peut-être des inconvénients ou des limites. Il m'est arrivé parfois de ne pas réussir à convaincre un client du fait que le théâtre d'entreprise, c'est bien en clôture, c'est sympa, c'est un bon moment, c'est un côté feu d'artifice, mais sa vraie valeur, elle est en introduction. Elle est au moment où on doit ouvrir les portes de la perception, en fait, ouvrir cette connexion à quelle est la suite du message qu'on va me passer. Et donc, dans les limites, c'est aussi ne pas utiliser ce moment où ça a été ouvert pour apporter autre chose. Voilà ma version, enfin je pourrais dire encore plein de choses, hein, parce que je pense qu'il y a un livre entier que personne n'a encore jamais vraiment écrit, ou en tout cas la littérature sur le sujet date, mais voilà, je pense que c'est un sujet qui est très très large.
Alors en parlant de sujets, quels sont les sujets qu'on peut aborder avec le théâtre d'entreprise? Quels sont ceux qui reviennent le plus souvent? Alors, ceux qui reviennent le plus souvent, alors dans ma partie à moi, parce que c'est celle qui, on va traiter qu'est-ce qu'on traite? On traite, la sensibilisation au handicap en entreprise. C'est-à-dire, expliquer que 80 des handicaps sont invisibles, que, bah, avoir peur de l'autre et de la différence, c'est compréhensible parce que ça fait partie de notre façon de faire et d'être. Maintenant, comment est-ce qu'on le dépasse? Il va y avoir des sujets alors en sensibilisation, c'est très large, hein, RSE, développement durable, management, et après on peut vraiment utiliser le théâtre d'entreprise pour le clipser dans une formation où vous allez avoir des scénettes. Je me souviens d'un dispositif qu'on avait monté qui était assez incroyable où on avait des scénettes qui étaient jouées par demi-journée et qui introduisaient des modules de formation. Et donc là, vraiment, on allait pointer spécifiquement comment argumenter. Là, c'était pour des commerciaux. Comment argumenter sur un prix. Comment gérer un SAV difficile. En fait, pour moi, euh, pour moi, tout sujet peut être traité. Le seul, peut-être, que je n'ai jamais vu, mais je suis peut-être pas au courant, c'est effectivement l'annonce d'un PSE. Voilà. Où là, tu te dis, les circonstances, à mon avis, ne permettent pas d'utiliser ce type d'outil. Ce sera trop. Ça peut être mal interprété. Ça peut être interprété comme on nous joue la comédie. Voilà. Il y a quand même, il y a quand même une façon d'apporter, d'aborder et d'introduire le théâtre d'entreprise qui fait que quand le sujet est vraiment grave, c'est peut-être pas le bon outil. Ça m'est d'ailleurs arrivé de dire à certains de mes clients. Non, là, sur ce sujet-là, je ne le traiterai pas avec le théâtre d'entreprise. Je pense qu'il y a d'autres outils qui permettront peut-être de faire une introduction différente, tout en étant collaborative, hein, en étant dans le jeu, en étant dans une construction commune, mais peut-être pas ce coup-ci, parce que vous êtes peu nombreux. Parce que quand vous avez 15 personnes dans une salle et que vous voulez mettre 3 comédiens sur une scène, ça a quand même ses limites, quoi. Voilà. Donc, mais sinon, tout sujet, le harcèlement, on le traite sous forme théâtrale. Et harcèlement sexuel aussi, hein, d'ailleurs, il y a pas de. On a traité parce que dans les formes de théâtre d'entreprise et les médias modernes, vous allez avoir tout ce qui est web série, c'est le métier du comédien à travers l'écran. Et là, on a traité le fait religieux, par exemple, le fait religieux en entreprise. Donc non, je vois pas. Voilà, à part des sujets. En fait, quelque part, dans un PSE, je suis en train de réfléchir pourquoi est-ce que plan de sauvegarde de l'emploi, hein, pour être précise, PSE. Pourquoi est-ce que c'est pas des sujets qui seront traités? Parce que je crois que derrière, il n'y a pas une demande d'action de changement de comportement. C'est peut-être ça, en fait, le vrai lien. Derrière, on vous demande pas c'est de l'information descendante. Et finalement, peut-être qu'en théâtre d'entreprise, sur de l'information descendante, ça trouve ses limites. Voilà. Ouais, d'accord. Alors, tu nous disais que tu aimais bien utiliser le théâtre d'entreprise en introduction. Alors, comment ça se déroule concrètement une session en entreprise? Vous allez avoir une personne qui vous appelle en disant j'aimerais bien, j'ai un séminaire ou j'ai une formation, j'aimerais bien rentrer dans le sujet mais de façon un peu différente. Est-ce qu'on peut écrire une scénette de théâtre sur notre vision à 5 ans, et en fait, ce qu'on va faire, avant de commencer l'écriture, on va demander comment ça va s'articuler. C'est-à-dire à quel moment de votre intervention, de votre message, vous voulez que ça arrive. Quelle est votre prise de parole derrière? Qu'est-ce qu'elle va raconter? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, dans la scénette, on va faire en sorte que la personne qui prendra la parole derrière va pouvoir s'appuyer sur des termes, va pouvoir s'appuyer en disant comme on l'a vu dans la scénette précédemment, rappelez-vous les deux personnages quand ils disent ceci ou cela, justement, aujourd'hui, on a décidé de mettre ceci ou cela en place. Donc, c'est un vrai travail. On est au service. Le théâtre d'entreprise est au service du message du commanditaire. Donc, on a ce donneur d'ordre qui va nous dire voilà ce que je veux, voilà l'intention, parce que on parle d'humour aussi. Hein. C'est quelque chose. Personne n'a le même humour. Peut-on rire de tout, hein, c'est cette grande question. Et donc, c'est aussi intéressant vis-à-vis du commanditaire de comprendre où est-ce qu'il va mettre le curseur.
Est-ce qu'on appuie très fort ou est-ce qu'on peut pas se permettre d'appuyer fort? Et ça, l'auteur va le percevoir à travers, les échanges qu'ils vont avoir. Ensuite, une fois qu'on a cette commande, on va aller interviewer un certain nombre de personnes dans l'entreprise. On cherche pas forcément, j'allais dire des gens représentatifs, si, mais des gens suffisamment ouverts pour nous donner beaucoup de matière, en fait, nous raconter l'histoire. Et à partir de tout ça, l'auteur va commencer à écrire un dialogue. Et alors moi, en tout cas, l'auteur avec lequel je travaille, qui est Jacques Chambon, qui est le personnage de Merlin dans Kaamelott, qui est juste quelqu'un, d'exceptionnel, hem, il écrit intégralement. Il fait pas de de précheminement, de synopsis. Alors, contraint et forcé, il le fait, hein, mais son talent fait que quand il écrit ses dialogues, il manque pas grand-chose à quelques virgules ou à un prénom qu'il faut changer pour que ça fonctionne. Donc il écrit ces dialogues-là qui ensuite sont lus parce que, lire du théâtre, c'est pas évident. Donc là, pour le coup, en règle générale, ce sont des comédiens ou l'auteur qui vont lire, le texte au commanditaire pour voir si ça correspond à ce qu'ils souhaitent entendre. Ce qui permet aussi de donner le ton et l'intention. Dans le jeu d'un comédien, oui, ça peut vouloir dire non. C'est-à-dire si je te dis, «Ouais» et si je te dis: «Oui», ben, en fait, c'est écrit quasiment la même chose, mais mais ça veut pas du tout dire la même chose. Donc c'est pour ça que l'intention, de lecture est importante. Après, il peut y avoir des retouches, et puis ensuite les comédiens prennent en main le texte. L'auteur, comme je le disais tout à l'heure, va expliquer le contexte, le pourquoi est-ce qu'on joue, à quel moment, et cetera. Hem Il y a les répétitions et après les répétitions, bah, il y a cette représentation unique. En règle générale, bon, à part rares exceptions, c'est des one shots. On joue une fois la pièce, elle n'a qu'une valeur à un instant donné par rapport à un moment donné. Donc les comédiens ont aussi une forte capacité d'apprentissage. Tous les comédiens ne savent pas jouer du théâtre d'entreprise parce que ça nécessite une capacité d'adaptation très, très forte, une capacité de mémorisation très, très forte également sur des textes qui peuvent faire jusqu'à, 30 pages. C'est aussi pour ça qu'il y a des astuces d'écriture pour que les comédiens puissent mieux retenir les dialogues. Et ensuite, derrière, c'est joué le jour J devant les comédiens, enfin devant le public demandé. Voilà comment ça fonctionne. Et puis après, bah, derrière, c'est une autre dimension, mais pour moi, il est fondamental d'accompagner ça ensuite, quoi. Voilà, du coup, ensuite, comment ça se passe une fois que la pièce a été jouée? Donc, ça permet aux spectateurs de prendre du recul. Ouais. Et ensuite, Et il bah, faut faut les les mettre en mettre en action. action. Voilà. Exactement. C'est exactement ça. Il faut, on a quelque part dans l'apprentissage, étape 1, ils ont compris de l'importance de changer. En fait, je change que si j'ai compris que ça avait un intérêt pour moi. Donc l'étape 1 de cette sensibilisation, de cette mise en compréhension, elle s'est faite à travers le théâtre. OK, j'ai vu quelque chose, je me dis: «Ah ouais, j'ai peut-être un intérêt dans cette histoire. J'ai peut-être un intérêt dans, la mise en place du nouveau dispositif, de système d'information qu'on va mettre en place, du changement de logiciel, de la nouvelle organisation, de faire passer les entretiens annuels à mes collaborateurs, et cetera». OK. Sauf que si je prends pas un engagement à ce moment-là, ça va s'arrêter. C'est comme quand on suit une super formation, puis quand on revient au bureau, puis qu'on dit: «Ah, c'est bien gentil ton truc de formation, mais là, on n'a pas le temps». Donc comment est-ce que je permets cette mise en mouvement dans la continuité? Et du coup, hem, ce que je préconise et ce qu'aujourd'hui, moi, j'anime, c'est de la mise en mouvement collectif. La pièce se termine et on va réfléchir avec le commanditaire, quel est son objectif? Il veut qu'il se passe quoi? Est-ce qu'il veut qu'il y ait des groupes de travail qui se montent? Est-ce qu'il a besoin de réflexion? Est-ce qu'il a besoin de matière? Et à partir de ça, on va mettre en place des sortes de jeux collaboratifs. Alors moi, je sais que je suis assez fan des jeux cadres Tiagui, parce qu'ils permettent beaucoup ça, mais il y a aussi d'autres déclinaisons qui vont, par exemple, vous regardez la salle et vous dites: «OK, à partir de maintenant, vous allez me faire des groupes de 5 ou 6 personnes». Alors quand on est très organisé, on a même, je l'ai fait, hein, amphi de 400 personnes, poser des gommettes de couleurs, sous les fauteuils en disant aux gens: «Bah, tous les gommettes qui sont de la même couleur, vous vous mettez ensemble». On vous donne, allez, un quart d'heure et je vous demande de trouver une morale à la manière de La Fontaine, par rapport à la scénette que vous venez de voir. Et là, c'est pas le résultat qui compte, ça va être le process. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce petit groupe de 4 ou 5 personnes va devoir faire? Il va devoir se re-raconter l'histoire. Qu'est-ce qu'on a vu? C'était qui les personnages? Qu'est-ce qu'ils racontaient? Qu'est-ce qui était important?
et il y a un échange qui se fait. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de reverbaliser le message qui leur a été donné, de remettre en perspective les dysfonctionnements qu'ils ont observés. Et donc, à partir de là, ils vont commencer à avoir un avis sur la question. Et ils vont se positionner. Ils peuvent ne pas être d'accord. Et comme je disais, c'est pas le résultat qui compte, c'est le process. Et puis, petit à petit, ils vont arriver à, à, à produire très souvent, et d'ailleurs, il faut se laisser surprendre par la salle, hein, des choses juste exceptionnelles, souvent même. Et donc, pour aller au bout, on va demander ensuite à chaque équipe de donner le titre, le titre ou la morale à la manière de La Fontaine qu'elle a trouvée. Et ensuite, derrière, vous pouvez organiser un vote avec l'équipe qui a gagné, etc. Et ça, c'est comment se réapproprier les choses. Et après, si on veut des engagements, il y a un jeu qui s'appelle le jeu des 35, pareil aussi, qui est d'inspiration Tiagi, où c'est moi, personnellement, dans tout ce que je viens de voir, s'il y a un truc demain que je commence à faire, c'est quoi? En lien avec le sujet. C'est-à-dire les entretiens annuels, par exemple, je les planifie, ou je préviens mes équipes que je vais le faire, ou je leur explique à quoi ça ressemble. Et donc, chacun écrit sur un carton. Et ensuite, il y a tout un système de brassage. Moi, je l'ai fait avec 400 personnes sur une thématique de sécurité chantier. On avait monté des petites scénettes de théâtre d'entreprise. Et à la fin, on leur demandait, moi, demain, en tant que manager, qu'est-ce que je fais pour sécuriser mes chantiers? Il y a un système de brassage qui fait qu'à la fin, au bout de 35 minutes, le groupe, même si vous avez 400 personnes, ça fonctionne très, très bien, va faire émerger les 5 engagements majeurs qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a redonné la main à la salle, on a redonné la main aux collaborateurs qui sont les décisionnaires de leur charte de bon comportement, de leur plan d'action. Et c'est pas une direction qui vient de faire une présentation pour raconter ce qu'elle avait fait. Elle l'a fait via le théâtre d'entreprise en disant voilà où est-ce qu'on a envie d'aller, nos priorités, etc. Ensuite, elle redonne la main en disant à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et en troisième étape, ils repartent avec une feuille de route que la direction avait peut-être clairement identifiée comme étant celle-là, sauf que le cheminement fait que ça s'est réellement produit par une construction collective. Donc on est vraiment dans un jeu de coopération en fait. On coopère ensemble. On a certes des règles précises, claires, mais on peut produire ce qu'on veut au sein de ces règles et de ce cadre en fait. Et l'après-théâtre d'entreprise, pour moi, il est fondamental dans la mise en action et la mise en mouvement. Super. Alors pour ouvrir un petit peu le sujet, tu as parlé à un moment de web-série. On vient de traverser une période de confinement. Le télétravail entre de plus en plus dans les mœurs. Comment est-ce que le théâtre d'entreprise va-t-il ou peut-il s'adapter à un monde de plus en plus digital et à distance? Eh ben, je crois que le monde du théâtre d'entreprise est en train de faire la même bascule que personnellement je suis en train de faire. C'est-à-dire que j'étais la première à dire que c'était impossible de faire des vraies formations à distance, que c'était impossible de faire du team building à distance, de faire une sorte de cohésion à part avec des choses hyper technologiques, de plateformes, de jeux, etc. Et en fait, l'expérience m'a montré l'inverse, voire aujourd'hui, il y a des études qui sortent et qui montrent que il y a un taux de rétention d'informations beaucoup plus élevé que dans une salle de formation en présentiel. Donc ça interroge, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on a loupé ou qu'est-ce qu'on n'a pas voulu voir? Et je pense que c'est le focus. C'est-à-dire que là, pour le coup, là où le théâtre d'entreprise va complètement trouver sa place, c'est dans ces petits dialogues. Alors, on parlait de web-série, mais ça peut être du live aussi, hein. Là, je suis en train, moi, de retravailler une formation pour des managers que je faisais en présentiel avec un comédien, avec de la mise en situation, des jeux de rôle, etc. Et en fait, on est en train de le transposer à distance, finalement, sans grande difficulté, puisque il faut garder en tête quel était l'objectif. L'objectif, c'était d'illustrer des situations, de montrer des choses, des dysfonctionnements. Il se passe la même chose quand vous avez à animer des réunions à distance avec des managers. À un moment donné, c'est juste le média qui a changé. Donc, pour moi, ça a complètement sa place et ça va même nécessiter de faire un peu le ménage dans peut-être de vieilles habitudes dans lesquelles on s'était mise et on va pouvoir à nouveau innover, mais on va pas réinventer la poudre, je pense. On va juste réadapter et rendre plus efficace la présence du comédien et les illustrations. Ça, c'est ma perception, quoi, vraiment.
Ok. Eh bien, du coup, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas abordé et dont tu aimerais parler? Non, parce que je pense qu'on a largement évoqué. Si, alors peut-être, si demain, vous êtes amené à, faire appel à du théâtre d'entreprise, oui, il y a peut-être 2 ch il y a peut-être une subtilité que j'ai pas évoquée. Il y a les pièces de théâtre d'entreprise sur mesure, c'est-à-dire, celles qui sont vraiment écrites, en one shot dont je parlais, et puis il y a celles qu'on appelle les catalogues, et les catalogues, c'est des sujets, récurrents. Voilà, quand je parlais de la sensibilisation au handicap, quand je parlais de la RSE et du développement durable, ça, ce sont des scénettes qui existent, qui d'ailleurs économiquement font forcément moins cher pour les personnes qui les achètent. Mais du coup, même avec un outil qui n'a pas été écrit pour vous ou fait pour vous, il y a moyen de créer de la collaboration, de créer de l'émulation entre les personnes. Donc il ne faut pas le négliger. Et puis la deuxième chose, c'est choisissez le bon auteur. C'est-à-dire, lisez des choses, voyez, demandez des exemples. Parce que c'est un vrai saut dans le vide quand même vous achetez du vent quand vous achetez du théâtre d'entreprise. Donc, c'est vraiment important d'être en confiance. Si vous hésitez trop, vous allez être pinailleur et donc du coup, vous ne laisserez pas la liberté à l'auteur d'être bon. Et je pense que ça, c'est très important. Il y a une forme de lâcher prise dans l'acte de faire appel à du théâtre d'entreprise. Donc, si vous avez décidé de lâcher prise, d'abord, il y a l'étape 1. J'ai identifié mes critères qui font que je vais pouvoir avoir confiance. Maintenant que j'ai confiance, je lâche prise et je laisse la personne et je laisse l'auteur travailler. Et puis surtout, accompagnez-le. Ne laissez pas le théâtre d'entreprise seul. Il a tellement créé quelque chose de merveilleux qu'il faut absolument rentabiliser ce moment de générosité que vous avez eu avec les collaborateurs. Donc, enfin voilà. Voilà ma perception et peut-être mon mot de la fin. Eh ben, merci beaucoup, Marion. Merci, Mathieu. Et puis, à très bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.